tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast, du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons commencer par la chronique lecture. Avec la sublime météo que nous avons eue par chez moi en début de mois de juin, et depuis mars, en fait, je n'ai pas beaucoup bougé. Je n'aurai donc pas grand-chose à vous raconter parce qu'à part lire et écrire, je n'ai pas fait grand-chose. Je ne sais pas vous, mais je suis épuisée d'avoir froid et de voir tomber la pluie. Habituellement, en juin, je suis un peu plus pleine d'énergie car mon anniversaire se rapproche et je commence à imaginer quels vont être mes cadeaux. Bah quoi ? Je sais que c'est l'intention qui compte. Cependant, ça fait tellement plaisir de déballer un paquet et de découvrir la surprise qu'il cache. Bon, après vous allez me dire, tous les mois depuis le début de l'année, j'ouvre au moins un paquet par semaine. Je devrais être lassée. Spoiler alerte, pas du tout. Alors quels ont été mes cadeaux ce mois-ci qu'a choisi le hasard pour assouvir mon besoin de cocooning ? Si vous êtes curieux, suivez-moi pour le savoir. Alors, pour mon bilan du mois de juin de mon challenge du livre Mystère 2024, j'ai lu 6 livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la série Griffes d'encre, de Magie et de sang de Lucille Chaponnet, qui est une urban fantasy. Pour le résumer, Jen est une mercenaire. Son but ? Arrêter les créatures qui menacent l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. Pourtant, le jour où elle se fait attaquer par un monstre sanguinaire inconnu, sa vie bascule. Il n'en faut pas plus à la SSFMI, la Société secrète française du monde invisible, pour faire appel à ses agents. Avec l'aide d'un demi-démon et de son collègue au sourire ravageur, Jen doit désormais enquêter sur une série de meurtres. Accompagnée de Grisou, son chat ronchon, et de sa meilleure amie Mel, saura-t-elle élucider ce mystère et surtout, y survivra-t-elle ? Pour mon avis, j'avais découvert l'autrice lors du premier sommet du premier roman en la rencontrant également au Salon du Fantastique et je me suis laissée tenter par ce tome 1. Le résumé me plaisait bien et j'ai fait la connaissance de Jane, le genre d'héroïne badass qu'on rêve toutes d'être. Si le début est un peu long à se mettre en place, ce qui est tout à fait normal pour un tome 1 je pense, c'était un très bon moment de lecture. On y retrouve un chat prêt à sauver son humaine des griffes d'un affreux monstre qui dévore ses proies pour leur prendre leur essence magique. On ne comprend pas encore tout à fait son monde dans ce premier tome, mais je pense que vu qu'il y a 3 tomes, si mes souvenirs sont bons, que ça va être développé au fur et à mesure dans les autres tomes. Mais déjà, dans ce tome 1, ça m'a fait penser un peu à la période Buffy contre les vampires. Je sais pas si vous voyez de quelle série je parle, mais ça me fait penser au moment où Buffy rencontre son nouveau petit copain, Riley, qui appartient à une institution militaire qui combat comme elle les entités maléfiques, avec un sacré budget défense. La SSFMI, ça a bien l'air d'être un petit peu le même type d'organisme militaire, bien carré, plein de règles et de contraintes. Et du coup, je trouvais cette façon originale de montrer la chasse aux monstres, en passant par un organisme bien carré. Et pas à la one again, comme on peut le voir parfois dans Buffy, même si c'est quand même encadré par Giles, le bibliothécaire, pour ceux qui n'ont jamais vu la série. Mais bon, ça m'a bien l'air d'être assez bien organisé et du coup, j'ai trouvé ça sympa de voir ça sous cet angle-là. L'intrigue est assez simple. L'autrice nous distille des indices par-ci par-là pour nous aider à comprendre de quoi elle parle, l'histoire, les enjeux, la vie de cette nouvelle héroïne. Et j'ai vraiment bien aimé la fin. Je l'ai trouvé vraiment bien vue. On y découvre aussi quelques petites romances et chaque personnage, bon ou mauvais, a ses petites fêlures qui les rendent uniques et attachants. On a aussi très envie d'en savoir plus sur Adam, mais ça sera pour un autre épisode quand je lirai la suite. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le tome 2 de la trilogie Library Jumpers, La gardienne des mensonges de Brandra Drake, qui est une urban fantasy.
Alors, je vous en avais déjà parlé sur l'épisode du mois de février, donc je vais essayer de vous faire le résumé d'une façon un peu plus courte que celle que je vous avais déjà faite pour pas être rébarbative. En plus, le tome 1 avait été l'objet de mon coup de cœur numéro 2. Du coup, voilà, j'en ai déjà parlé. Je vous rappelle juste l'ambiance, bestiaire fabuleux, objets magiques, voyage entre les univers. On part d'une jeune fille, Gianna, qui est passionnée d'escrime et qui est une fervente lectrice et qui, lors d'une visite à la bibliothèque de Boston, voit un jeune homme étrange qui se volatilise sous ses yeux. Il tenait un livre entre les mains et Gia s'empare de cet ouvrage pour voir ce qu'elle a bien vu, s'il a vraiment disparu juste en tenant ce livre ou si c'était son imagination. Et au moment où elle consulte le livre, elle se trouve transportée de l'autre côté du globe, dans une bibliothèque à Paris, qui, si mes souvenirs sont bons, c'est la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Là, une bête menaçante arpente les rayons et la jeune fille va alors découvrir qu'elle est une sentinelle chargée de protéger une société de créatures surnaturelles. Commence alors pour Gianna une série d'aventures ponctuées de révélations sur sa naissance et de grands dangers, bien entendu. En gros, dans le tome 2, on voit l'intrigue évoluer, on voit ce monde évoluer aussi, on y découvre de nouveaux personnages, on y suit la quête de notre héroïne. Mais même si ça a été un très bon moment de lecture, même s'il y a eu au tome 1 un vrai coup de cœur de ma part, j'ai passé le cap de la nouveauté. Alors forcément, comme on est sur un tome 2, il y a moins de surprises. Maintenant, ce qui m'a un peu dérangée dans ce tome 2, c'est que il y a trop d'histoires d'amour contrariées. Ça prend un petit peu trop de place à mon goût dans l'histoire et j'aurais préféré plus de place à l'action et beaucoup moins à la romance. Alors certes, cette romance, elle sert l'intrigue puisqu'elle fait évoluer les personnages, mais quand on voit des personnages qui ne savent pas ce qu'ils veulent pendant des pages et des pages, ça ralentit le combat contre le mal, forcément, puisque du coup, l'intrigue principale est mise au rencard. Heureusement que la fin de ce tome est venue coiffer au poteau les indécisions du cœur. Ça finit sur un cliffhanger et lire le 3e tome fait vraiment envie, bien sûr. J'ai envie de savoir la suite. Maintenant, comme c'est pas moi qui décide de mes prochaines lectures, je verrai bien et je croise les doigts pour que la pioche mystère le choisisse. Alors, patience, patience. Le 3e livre que j'ai lu, c'est le tome 26 d'Agatha Raisin, Secret sur canapé de MC Beaton, qui, je vous le rappelle, est une série de cozy mystery. Le résumé de ce tome: à peine installée à Kearsley, Jill Devant, une psychologue aux airs prétentieux, attire déjà l'antipathie. Non seulement elle flirte avec James, l'ex-mari d'Agatha, mais en plus, elle fouine dans le passé de l'enquêtrice. La petite peste a même engagé un détective privé pour lever le voile sur ses origines, jugée populaire. Excédée, Agatha la menace aux yeux de tous. Pas de chance, 2 jours plus tard, Jill est retrouvée étranglée et la première suspecte est toute désignée. Mais lorsque c'est au tour du détective privé d'être retrouvé froid comme le marbre, il ne reste qu'une solution à notre enquêtrice: mettre la main sur le vrai coupable avant que lui-même ne se charge de la faire partir les pieds devant. Alors, mon avis, on en voit encore un petit peu plus sur le caractère d'Eggy, le surnom d'Agatha. Agatha est vraiment agaçante à fourrer son œil partout, à fouiner. Encore une fois, elle passe à 2 doigts de la mort dans sa quête absolue de découvrir la vérité. Certes, c'est pour une bonne cause, c'est pour la déculpabiliser. Comment je pourrais dire, la déculpabiliser, non, ne plus la rendre coupable. Et on voit beaucoup d'hommes qui traversent ce tome, qui lui font tourner la tête. Et franchement, dès qu'elle en croise un, pas trop mal, elle s'imagine tout de suite à son mariage avec lui. Ça m'a laissé un petit peu... Voilà. Parce que... Ok, dans ce tome, on sent que la solitude est de plus en plus pesante dans sa vie. On sent que malgré son entourage, ses amis, elle semble désespérée de rencontrer l'amour. Et puis les hommes qu'elle rencontre, franchement, ils sont pas top, ils sont pas franchement le mec idéal ou le boy
boy book boyfriend, pardon, le book boyfriend, voilà, c'est plutôt ça le terme. Elle sait vraiment pas les choisir. Et forcément, comme chacune de ces rencontres et de ces rendez-vous galants finit par un échec, et forcément, on est de tout cœur avec elle et on comprend mieux pourquoi elle se plonge à corps perdu dans ses enquêtes. Et plus les cadavres s'accumulent autour d'elle, moins ça l'empêche de penser à sa vie amoureuse. Alors on comprend. Et on la suit dans cette aventure. On passe quand même un très bon moment avec elle, comme d'habitude. Mais c'est vrai que là, cette perspective de se marier avec tous les hommes qu'elle rencontre, ça m'a laissé un petit peu, voilà. Je sais pas le terme, mais bon, vivement la suite quand même. Ma 4e lecture, ça a été le tome 1 de Chase of Magic de V.H. Schwab. En résumé, Kel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Kel, rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort, qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kel va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Rai, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris, une pierre noire comme la nuit, qu'une fille du nom de Lila décide sur un coup de tête de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour leurs 2 mondes, à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Alors pour mon avis, on est sur un début de lecture très difficile. J'ai failli abandonner. Je n'arrivais pas à m'immerger dans le récit, ni à m'attacher au personnage, ce qui était vraiment dommage vu tous les commentaires positifs que j'avais lus ou entendus. Peut-être que j'étais fatiguée, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour le lire, mais j'ai résisté et j'ai continué au vu justement des commentaires positifs qu'il y avait autour de la série, et j'ai eu raison. Après que le monde se soit installé, qu'on en comprenne en tout cas les bases, on apprend à aimer Kel et Lila et on a envie de les suivre. Le suspense à certains passages du récit est très bien mené et on tourne la page. Le fameux page-turner. Le texte se découpe en plusieurs chapitres, eux-mêmes découpés en mini-chapitres, ce qui rend la lecture assez fluide, et j'ai réussi à finir ce beau pavé. En grand format, c'est vraiment un très gros pavé. Quelques indices de la suite de l'intrigue sont éparpillés tout au long de ce tome 1. Ces indices nous permettent de faire certaines théories, ce qui nous amène bien entendu à la page suivante, et ainsi de suite, rien que pour vérifier si nos théories seraient viables. Vivement que je puisse lire le tome 2 pour connaître la réponse. Le 5e livre que j'ai lu, c'est le tome 7 de la série Assoiffé. Le titre c'est Envoûté, de Tracy Wolff, c'est de la fantasy bitlit. Alors le résumé du tome 1, l'accroche. Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle ? Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà, simple mortelle, au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent. Au point d'espérer ma mort ? Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher ? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger, et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât. Ça, c'est le résumé du tome 1. Dans le tome 7, j'aurais pas vraiment l'impression de vous spoiler si je vous raconte le résumé, parce qu'en fait, sur les 6 premiers tomes, on a la résolution de tout le mystère, on a la réponse à toutes les questions qui ont été soulevées pendant les 6 premiers tomes. Dans ce tome 7, on revient en fait sur un événement vécu par Grace à un moment clé de sa vie, au tout début de sa rencontre avec ce nouveau monde. Et on y voit en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc je vais vous lire le résumé
du tome 7, ça vous spoilera pas. La seule chose, c'est que avoir lu les 6 premiers tomes auparavant, ce sera peut-être plus simple pour comprendre qui sont vraiment les personnages. Mais là, en l'état, le résumé ne donne pas de révélations flagrantes sur les 6 premiers tomes. Donc je vais me permettre de vous le lire pour que vous ayez un petit peu une idée. Après la Quat'Mer Academy, rien ne devrait plus me surprendre. Pas même l'existence d'un monde parallèle au mien, le royaume des ombres. Me voilà prisonnière d'un endroit aussi dangereux qu'étranger, en compagnie du pire être surnaturel de tous les temps, monstre parmi les monstres, Hudson Vega. Il a beau être le frère de Jackson, cela ne l'empêche pas d'être une vraie plaie. Reste à savoir si nous parviendrons à nous enfuir avant que je le tue, ou qu'il soit trop tard. Grace en est convaincue, tout est toujours sa faute. Moi, je suis presque certain que cette fille est beaucoup moins humaine qu'elle ne le pense, et que c'est à cause d'elle que nous sommes coincés ici. Si nous voulons survivre et sauver nos proches, nous allons devoir faire équipe. Alors, mon résumé a l'air peut-être un petit peu opaque à la vue de cette fin, c'est parce qu'en fait, nous avons 2 points de vue dans ce tome. On a le point de vue de Grace et on a également le point de vue d'Hudson Vega. Donc, quand je lis Grace en est convaincue, tout est toujours sa faute, c'est du point de vue d'Hudson Vega, parce qu'elle se plaint tout le temps que le résultat est là à cause d'elle. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais trouvé la plume de l'autrice moderne et pleine d'humour. Il n'y a qu'à voir les titres que chaque chapitre de chaque chapitre pour pouvoir voir qu'on atterrit dans une histoire qui ne manque pas de mordant. Oui, c'est le cas de le dire. On y suit Grace, qui a perdu ses parents dans un tragique accident et qui part rejoindre son oncle et sa cousine dans une étrange école. Dès son arrivée, elle comprend que sa famille est un peu particulière et que les personnages fantastiques, vampires, loups-garous, sorciers, etc., existent vraiment. Elle va faire leur connaissance et quand certains vont tout faire pour la tuer, d'autres vont tout faire pour la protéger. Petit à petit, nous la voyons prendre ses marques, vivre cette nouvelle vie pas tout à fait tranquille, mais pleine d'aventures et de dangers. Nous découvrons aussi beaucoup de choses sur ses origines, les gens qu'elle côtoie, et même si dans ce tome on ne sait pas tout, l'autrice sait habilement nous donner envie de tourner la page. Ça, c'est pour le tome 1. En ce qui concerne le tome 7, on en apprend plus, donc comme je vous le disais, sur un événement de la vie de l'héroïne et d'un des vampires qu'elle fréquente, donc Hudson Vega. Ça nous amène dans un tout autre monde avec ses propres créatures, ses propres légendes, ses propres dangers. Et puisqu'au tome 6, tout avait été résolu, avec cette nouvelle série, c'est plus que des tomes compagnons à ce niveau, je pense, Tracy Wolff nous partage encore un peu plus de son univers avec ses 2 personnages principaux de la première saga. C'est comme vivre un préquel dans le séquel. Mais au moins, on passe plus de temps avec les personnages et on vit de nouvelles aventures. Et comme le tome 8 m'attend déjà dans ma palle, parce que oui, en fait, on repart sur une nouvelle aventure à la fin de ce tome 7. Tout n'est pas résolu et le tome 8 m'attend dans ma palle pour me donner les réponses à toutes mes questions. Donc je ne devrais pas trop tarder à connaître la suite, mais pour ça, restez connectés. Le 6e et dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 3 de la série La Carte des confins de Marie Replin, qui est une fantaisie avec des pirates, ou fantaisie maritime. Le résumé du tome 1, et si le plus terrible des pirates était une femme? Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà d'une autre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse vont peu à peu se dévoiler et s'apprivoiser. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la carte et bouleverser à jamais leur existence. Pour le tome 3, alors je vais pas vous spoiler en vous en parlant par rapport au tome 1 et au tome 2 parce que ça se passe bien longtemps après le tome 1 et le tome 2.
plusieurs années après. C'est plus trop les aventures de Callie et Blake, mais plutôt de la relève qui est assurée par les jumeaux Jackson, qui sont prêts à se faire une place dans le monde de la piraterie. Tandis qu'Alexander se formait auprès de son père, Blake et son équipage, à devenir un pirate, Scarlett apprenait la maîtrise de la magie sur l'ensorcelant archipel, un lieu où se réunissent tous les sorciers de cet univers. La fin de sa formation aurait dû sonner l'heure des retrouvailles après des années de séparation avec sa famille, mais au lieu de ça, la cérémonie tourne au cauchemar et les jumeaux n'ont plus d'autre choix que de partir à leur tour à l'aventure. Accompagnés par Eren, leur ami de toujours, ils vont eux aussi être confrontés à la menace de la mauvaise magie, des ombres et des trahisons. Mais l'enjeu est de taille, et s'il y a une chose qui ne fait pas reculer les Jackson, c'est bien le danger. Alexander et Scarlett feront tout pour sauver leurs parents et prouver qu'ils sont les dignes héritiers de l'Avalon. Alors on est sur une belle aventure de pirates et de magie. Que demander de plus ? On y retrouve tout ce que j'aime. Une quête, de la magie, des amitiés fortes et sincères, voire indestructibles, des héroïnes badass. Avec ce dernier tome, Marie Replin nous conclut sa saga d'une très belle façon. C'est avec un grand plaisir que je me suis replongée dans cette série et que j'y ai rencontré les héritiers de Callie et Blake. Tout en essayant de prouver à leurs parents qu'ils étaient aussi forts qu'eux, ils ont surtout appris à se faire confiance et à être ce qu'ils devaient être. Des personnages avec un haut potentiel et tellement attachants. Déjà que j'avais adoré leurs parents, là j'ai pu m'assurer que tout finissait bien pour la famille Jackson et que seule l'aventure et la liberté les attendaient. Autant vous dire que je quitte cette saga avec un petit pincement au cœur. Hâte de découvrir le futur roman de l'autrice dans un nouvel univers. Si vous suivez sa page Instagram, @muffinsandbooks, vous savez qu'elle est en pleine écriture déjà, d'une nouvelle histoire. Alors, restons connectés. Sur la partie chronique d'écriture, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Comme je vous le disais plus tôt, ce mois-ci, je n'ai fait que lire et écrire. Mon premier jet étant terminé, je me suis attaquée à la phase de relecture-correction de mon texte et c'est bien plus long que de l'écrire. Qui l'eût cru ? Par chapitre, je fais des séances qui vont de 2 à 4 heures. Un temps hyper long. C'est pas que mon texte est nul, c'est juste que j'essaye vraiment de relire chaque phrase, chaque mot avec une attention accrue. Et franchement, ce n'est pas évident. Je commence par une première phase de lecture, je corrige ce qui me saute aux yeux, puis je passe mon chapitre, ou partie par partie, dans le logiciel de correction Antidote. Celui-ci me permet de corriger les fautes que je n'ai pas vues, de chasser les répétitions, de découvrir un tas de synonymes auxquels je n'aurais jamais pensé, à modifier les verbes dits faibles, c'est-à-dire ceux faciles qui viennent en premier lorsqu'on écrit, et de les transformer en des verbes plus représentatifs de l'expression que j'avais utilisée ou qui décrit mieux l'action du moment dans ma phrase. Et lorsque ma phrase est mal écrite, pleine de lourdeur ou trop bizarre, j'utilise le module de reformulation. Et je dois vous avouer que sur certaines phrases, cela m'a bien aidé à faire quelque chose de mieux. Parce qu'en fait, j'ai la possibilité de reformuler 3 fois une phrase et sur ces 3 fois, il n'y a pas forcément toujours une seule et unique bonne proposition, mais il y a des éléments dans chacune des reformulations qui peuvent me donner une idée un peu plus belle de la phrase que je voudrais écrire ou de l'expression de l'action que j'ai envie de décrire. Et donc du coup, ça m'a aidé à faire quelque chose de mieux. Bref, à aujourd'hui, j'ai déjà relu 23 chapitres. Il m'en reste encore 10 à faire. Mon alpha lecteur poursuit lui aussi sa relecture de son côté et lorsque tout sera revu et corrigé, je m'attellerai à trouver des bêta lecteurs. Car c'est important de faire relire son texte par un autre regard, une autre personne, une autre sensibilité. Certaines choses ne nous sauteront plus aux yeux à force de relire et le bêta lecteur est là pour nous aider à y voir plus clair et à nous donner des pistes d'amélioration du texte. Cette phase est primordiale avant l'envoi des ME ou avant d'auto-éditer son livre. Alors un conseil, prenez le temps qu'il faut pour faire de votre bébé un projet sensationnel. Lors de ce mois de juin, j'ai également participé à la 2e édition du Sommet du premier roman, organisé par Astrid Sterrin et Ingrid Lemaire, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode où je vous racontais mon expérience de la première édition de ce sommet, alors n'hésitez pas à l'écouter ou à écouter tous ces épisodes pour en savoir plus. Mais pour vous résumer pour l'instant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce sommet du premier roman pour vous donner envie de participer
à la prochaine session qui aura lieu, je l'espère, en juin 2025. Donc pour vous résumer, c'est un sommet, un événement qui dure 3 jours, pendant lesquels on peut assister à 4 lives par jour, tous d'1 heure environ, ce qui est largement gérable. C'est très dense, mais tellement instructif, et je suis ravie d'avoir pu assister à cette nouvelle édition cette année. L'inscription est gratuite, mais nous avons la possibilité d'avoir les replays et les sides en payant 25 € pour avoir le coffret premium de l'événement. Cette promotion a lieu avant le début du sommet, quelques jours avant le jour J pour être exact, et une fois que l'événement a commencé, le coffret passe à 45 €. Mais ça reste, dans tous les cas, pour environ 12 lives, ça reste quand même vachement abordable de dépenser 25 ou 45 €. Je vous recommande donc cette expérience hyper riche en informations et en échanges, car un Discord est également ouvert un peu avant et ferme ses portes à la fin du mois qui suit l'événement. Donc là, ce sera à la fin du mois de juin. Et sur ce Discord, on peut échanger avec les autres participants inscrits, mais le coffret donne également accès à un salon VIP où l'on peut poser des questions directement aux intervenants. Alors, sans être trop ennuyeuse ou rébarbative, je voudrais quand même vous donner le programme de cette année, parce que sur le précédent épisode où je vous parlais du premier sommet, je vous avais indiqué le programme de l'année 2023, donc je vais essayer de faire pareil, en étant le plus fluide possible et le moins ennuyeux. Donc du coup, le programme de cette année était très intéressant. On a pu apprendre à fluidifier et illuminer son style avec l'intervenante Fanny Guéral, que vous pouvez retrouver sur sa page Instagram Fanny Guéral Auteur ou sur son site internet fannyguéral.com. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes ces informations dans la barre d'infos. En quelques étapes, elle nous a aidé à y voir plus clair sur la manière de faire pour fluidifier et éliminer son style. Ensuite, nous avons vu comment construire la trame de son roman avec Ingrid Lemaire, que vous pouvez retrouver sur sa page Instagram Ingrid Lemaire Auteur ou sur son site internet J'écris un roman, ou même sur son podcast Le Café des auteurs. Elle a repris des moments clés d'une intrigue réussie et nous a aidé à comprendre comment rendre cette intrigue passionnante. Ensuite, nous avons abordé l'envoi en maison d'édition avec la façon dont on peut mettre toutes ses chances de son côté, avec Marion Baril, fondatrice de Plume Blanche Édition, que vous retrouvez donc sur le site internet plumeblancheédition.fr, qui nous a expliqué comment faire pour soumettre son roman à un éditeur et surtout ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. La première table ronde s'est portée sur les salons littéraires avec Yelena, que vous pourrez retrouver sur sa page autrice Instagram Yelena Autrice, Axel Coulot sur Axel Coulot ou Axel Coulot Jeunesse sur Instagram, et Noémie Bourgois, que l'on peut retrouver sur Noémie Bourgois Auteur sur sa page Instagram. Toutes les trois, je ne sais plus compter. Elles nous ont fait le retour de leurs expériences et les choses qu'il fallait prévoir et organiser avant pour réussir son salon le jour J. Le lendemain, nous avons vu tous les secrets du logiciel Antidote avec une des employées de la société MyStuff qui produit ce logiciel, donc Laurence Hullois, qui nous a fait découvrir la meilleure façon d'utiliser le logiciel de correction et qui nous a donné des astuces et des petites informations pour pouvoir vraiment profiter pleinement de l'expérience Antidote. Ensuite, nous avons développé notre communauté sur les réseaux sociaux avec Margot de Seine, que vous pouvez retrouver sur sa page Instagram Margot de Seine, sur son podcast Les mots raturés, son site internet l'Académie Les mots raturés pour son école de formation. À travers des astuces, des règles à suivre, les différents réseaux sociaux n'ont eu plus de secrets pour nous et selon ce qu'on voulait développer comme communication et comme sujet, elle nous a indiqué les meilleurs réseaux sociaux et nous a montré l'importance de créer sa communauté pour pouvoir nous positionner en tant qu'auteur ou en tant que lecteur, et elle nous a donné aussi quelques idées de posts selon les médias utilisés.
Nous avons ensuite appris à créer des personnages réalistes et intéressants avec Cyril Zestocky, que vous pouvez retrouver sur sa page Instagram Cyril Zestocky auteur ou sa chaîne YouTube cyrilzestocky-auteur.com. Entre conseils, tips et illustrations de ses propos en utilisant les personnages de Katniss Everdeen ou Martin Eden, nous avons vu comment nous y prendre pour réussir le tour de maître de rendre nos personnages attachants. La table ronde de cette journée-là s'est portée sur la signature du contrat d'édition avec Clara Hérault, que l'on retrouve sur sa page Instagram Clara Hérault, Fanny Guéral et Ingrid Lemaire, qui nous ont expliqué ce que l'on devait s'attendre lors de la lecture d'un contrat d'édition et ce sur quoi nous devions bien faire attention avant de signer notre futur contrat. Sur la troisième et dernière journée, nous avons étudié les bonnes pratiques de bêta lecture avec Noémie Bourgois, entre comment bien choisir son bêta-lecteur, les erreurs que nous pouvions rencontrer à la relecture et ce que nous devions voir avec notre bêta-lecteur pour assurer correctement notre réécriture, on a pu voir les astuces pour réussir cette difficile réécriture, ou pas. Nous avons ensuite appris à lancer un roman en auto-édition avec Astrid Sterrin, tout le rétro-planning pour réussir son auto-édition et tout ce que nous devons prévoir de faire avant le jour J de la publication de notre roman édité. Nous y avons vu vraiment en détail tout ce qu'il fallait prévoir 6 mois avant, 3 mois avant, 1 mois avant, 1 semaine avant, quelques jours avant, grâce à Astrid Sterrin, que vous pouvez également retrouver sur sa page Instagram Astrid Sterrin ou sur le Manoir littéraire qui est son école de formation. La dernière table ronde de ce sommet a porté sur oser écrire et envoyer son manuscrit en maison d'édition avec Axel Coulot, Yasmine Djebel, que vous pouvez retrouver dans sa page Instagram Yasmine Djebel, et Astrid Sterrin. Entre leurs retours d'expérience, les blocages possibles et les conseils pour nous aider, elles nous ont bien boosté et ça nous a donné le courage de nous lancer. Et à 20h, nous avons fini sur une cérémonie de clôture avec l'annonce du kit du futur best-seller 2024, où pour 99 € au lieu de 1041 €, nous pouvions avoir accès à 18 ateliers, formations proposées par certains des intervenants. La promo ne dure que quelques jours après le sommet, mais nous laisse assez de temps pour bien y réfléchir. Alors si vous êtes curieux, restez connectés sur les profils d'Astrid ou d'Ingrid pour connaître les dates de la prochaine édition 2025 parce que je vous recommande chaudement cette expérience. Dans la dernière chronique du jour, mais pas que, nous allons parler de la page Instagram La Bibliothèque d'Émilie-Ja et de sa chaîne YouTube du même nom, La Bibliothèque d'Émilie-Ja. Émilie nous partage ses lectures en fantasy, cozy mystery et historique. Elle a également lancé du 1er juin au 31 juillet un Magicorium Books Challenge en rapport avec les écoles de magie, avec plusieurs thèmes. J'ai tellement trouvé ça intéressant que j'ai voulu vous partager son programme de lecture qui ressemble à un programme d'école avec comme sujet global de l'année les dragons. Elle nous recommande de lire ou de regarder des séries ou des films. Elle ne nous met aucune barrière sur le média à utiliser pour respecter son challenge. Et il y a 4 consignes obligatoires qui sont des matières à étudier, qu'elle a appelé le tronc commun. Et ensuite, il y a des spécialités à choisir comme on en a envie. La première matière qu'elle propose, c'est l'initiation au sortilège, avec l'idée de prendre un livre ou un film ou une série qui parle d'apprentissage, d'école, d'académie. Il y a également une matière sur la botanique, avec comme objet d'étude une lecture cosy qui fait du bien, cocooning, doudou. Il y a la matière sur le lore, ou l'histoire avec un grand H, où il faut sortir de notre palle, donc la pile à lire, notre plus vieux livre, ou un livre qui a été écrit il y a très longtemps, donc quelque chose d'ancien. Ça peut être un film ancien aussi, ou une série ancienne, comme vous le souhaitez. La dernière matière à étudier, c'est l'alchimie, où l'on doit choisir une histoire de personnage badass qui a du cran, voire indestructible.
Les 4 spécialités, comme je vous l'ai dit, sont optionnelles. On peut être professeur de magie, mage élémentaire, druide ou dresseur de dragons, et selon la spécialité qu'on choisit, on doit lire un roman d'un nouvel auteur ou d'une nouvelle saga, ou un roman avec des liens familiaux, ou bien un roman qui correspond à la magie du feu et le livre ou peut-être l'affiche du film ou de la série a une couleur rouge, jaune ou orange dedans. On peut également lire des livres sur les dragons ou avec des dragons. Et la matière du dresseur de dragons, lui, cumule un nouvel auteur et un livre avec une couverture rouge, orange et jaune. Puis il y a des points supplémentaires que l'on peut récupérer si on lit par exemple un livre en 24 heures. Et selon le nombre de points qu'on aura obtenus et la validation de ce mini-challenge, elle nous accorde l'adoption d'un petit dragon. Je trouvais ce concept tellement sympa que j'ai voulu vous le partager. Alors même si le mois de juin a déjà filé, n'hésitez pas à regarder ces vidéos si vous souhaitez participer au mois de juillet, puisque le challenge, comme je vous l'ai dit, du Magicorium Book Challenge dure du 1er juin au 31 juillet. Vous avez encore largement le temps de pouvoir vous impliquer dedans. De mon côté, j'étais très intéressée par les vlogs qu'elle a appelés les enquêtes d'Emilijah, où elle lit une enquête d'Anna Swenson, qui est une série de cosy mystery écrite par Joanne Fluke, au titre appétissant de Meurtre et pépites de chocolat, ou Meurtre et chalotte aux fraises, où une pâtissière se retrouve toujours avec un meurtre sur son chemin. Je ne les ai pas encore lus, mais au vu de ces vidéos, franchement, je suis bien tentée. Donc reprenons nos petits desserts. Émilie s'est munie d'un tableau blanc. Elle essaye de résoudre l'enquête en même temps que sa lecture, tout en réalisant la recette que l'on peut retrouver dans le livre. Avis pour les gourmands, il y aurait des recettes dans chaque tome. Alors bon, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas lu cette série, ça spoil un peu. Bien entendu, puisque toutes les 100 pages, elle nous fait un point lecture avec toutes ses hypothèses, elle refait un récap des différents personnages qui sont impliqués dans l'histoire, avec éventuellement leur mobile, leur alibi, etc., etc. Et forcément, à la fin, elle nous donne sa théorie à elle sur qui elle pense être le meurtrier. Mais vu que je ne vais pas les lire tout de suite, et au vu de la taille de ma palle à aujourd'hui, d'ici là j'aurais tout oublié, donc je me régale à regarder les vidéos parce que je trouve ça vraiment sympa, son concept, et l'effet que ça a eu en fait, c'est de me donner encore plus envie de découvrir cette série de cosy mystery. Alors, la Cube d'ailleurs, si vous m'entendez, ou si vous passez par là, pour une de mes prochaines box, est-ce que je pourrais avoir le tome 1 de la série d'Anna Swenson, s'il vous plaît ? Merci ! Nous arrivons maintenant à la petite question du jour. Bon, la question du jour va plutôt plaire aux auteurs, mais si tu t'intéresses à la créativité sous toutes ses formes, ça la pourrait également t'intéresser. Ce sujet peut très bien concerner d'autres domaines de création. Alors reste avec moi encore un peu et posons-nous donc cette question. Quel type d'auteur ou d'autrice es-tu ? Jardinier ou architecte ? L'auteur jardinier n'a en général qu'une vague idée de l'histoire, des personnages, des dialogues ou des scènes en particulier, mais il se laisse porter par son écriture et c'est comme si l'histoire s'écrivait elle-même. Enfin, dans le meilleur des cas. C'est le genre à semer des graines et à voir ce qui pousse. Leur histoire s'écrit au fur et à mesure qu'ils y pensent. L'auteur jardinier ne fait pas de plan, il se lance directement dans l'écriture, comme ça lui vient. Il va dès lors découvrir son histoire en la posant sur papier, rencontrer ses personnages quand ils vont se présenter à lui, et il va se laisser surprendre. Un auteur jardinier, c'est comme un explorateur qui s'aventure dans son univers pour voir ce qu'il lui réserve. L'auteur architecte, lui, prévoit tout de A jusqu'à Z, avec tous les détails possibles. Il sait où va son histoire, les étapes qu'il doit suivre, et structure son récit du début à la fin, tout en gardant un rythme idéal dans sa narration. Il suit un plan où il a le plus dégrossi possible le chemin qu'il voulait suivre, et les aventures qu'il voulait faire vivre à son héros.
vivre lui aussi bien entendu par procuration, mais surtout faire vivre à son héros. Un auteur architecte, c'est comme un paysagiste qui va imaginer son œuvre dans son ensemble, puis qui va créer des formes et préciser sa sculpture jusqu'au moindre détail. Je parle de sculpture botanique, bien sûr. Mais comme l'a bien décrit Ingrid Lemaire dans une des formations qu'elle a créées et que j'ai suivies, écrit ton livre jusqu'au bout, la catégorisation n'a pas à être aussi tranchée. On peut être un prépa-auteur qui prépare un max de choses avant de passer à l'écriture, comme un prépaviseur qui va préparer sa base et qui, durant l'écriture, verra s'il utilise tout ou s'il modifie certains éléments, un improteur qui va préparer chaque chapitre ou chaque scène de façon détaillée grâce à une méthode qu'il aura choisie, ou un improviseur qui ne se met aucune barrière et qui laisse une liberté totale à sa créativité. Alors vous vous demandez sans doute, mais toi Jess, t'es quoi ? Eh bien pour vous répondre, lorsque j'ai commencé à écrire, j'étais totalement jardinière. Ce qui doit grave se sentir, je pense, en lisant mes premiers textes, mais depuis que je me forme à l'écriture, je suis devenue plutôt une jarditecte, ou comme le dit Ingrid Lemaire, une autrice prépaviseur. C'est-à-dire que maintenant, je prépare mes histoires en amont, je prends le temps de réfléchir à ce que je veux raconter, je fais des fiches personnages détaillées, je mets en place un plan où j'indique toutes les péripéties du récit et je laisse ma créativité s'exprimer en entier. Je dévie parfois du plan, mais grâce à tout ce travail, j'ai mon histoire en tête et je n'ai plus de page blanche. En tout cas, pour mon histoire de détective fantôme, je n'ai rencontré aucune panne de d'écriture. La panne de lecture, ce serait plutôt au niveau de la relecture, qui est parfois un petit peu difficile. Et toi, futur auteur de best-seller, petit clin d'œil à ma promo, à l'ICAR et au sommet du premier roman, quel genre d'écrivain es-tu ? Si vous voulez me laisser des commentaires ou me donner des idées de petites questions du jour, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram, je serai ravie de vous lire. Dans notre épisode, nous avons donc fait ma chronique de lecture du mois de juin, où j'ai quand même lu 6 livres, ma chronique d'écriture, où je vous explique un peu comment j'ai avancé dans ma réécriture, ainsi qu'au sommet du premier roman auquel j'ai participé, la chronique, mais pas que, où j'ai pu vous parler de la chaîne YouTube de Émilie Ja, et la petite question du jour pour déterminer ce que vous êtes comme type d'auteur. Jarditecte, jardinier, architecte, impro-auteur, etc. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé et que vous avez fait plein de nouvelles découvertes pour compléter vos propres collections. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que cela vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode déjà sorti et également regarder tous les autres épisodes qui sont sortis. D'ailleurs, pour le petit mois de juillet qui arrive, spoiler alerte, je me lance dans un petit challenge. Alors si vous êtes curieux, rendez-vous sur ma page Instagram @jess-8angel et regardez mes stories. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous avez bien aimé mon épisode et tout le reste de mon podcast. Voilà, merci à tous et bye bye.